Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Paru dans la même collection. J. Kamanda Kimonambinga, Le défi congolais. De la dégénérescence à la Renaissance, 2001. Zhabiman Amakamba, dire, Courant actuel de la philosophie africaine, 2002. P.H. Denis et Cessapia, dire, Femmes d'Afrique dans une société en mutation, 2004. P.J. Laurent, dire, Décentralisation et citoyenneté au Burkina Faso, 2004. Monsieur Poncelet, G. Pirotte, GSTANGHERLIN et ETSINDAYIHBURA, les ONG en villes africaines. Étude de cas à Cotonou, Bénin et à Lubumbashi rez-de-chaussée, 2006. C.H. Baker et P.H. Denis, ed. L'épidémie du sida en Afrique subsaharienne. Regards historiens 2006. EPNGOMABINDA, Principe de gouvernance politique éthique. Et le Congo sera sauvé, 2009. P. Petit dire, Société civile et éducation. Le partenariat à l'épreuve du terrain, 2010. 50 Vidal et CKUABAN dire, Sida et tuberculose, la double peine? Institutions, professionnels et sociétés face à la coinfection au Cameroun et au Sénégal, 2010. JPSGIHOBEBIGIRA, Partenariat pour les forêts du bassin du Congo et développement durable. Le droit à l'épreuve des enjeux, 2012. Desmotiers, une ethnographie des pentecôtismes africains en France. Le temps des prophètes, 2014. Monsieur NTUBUBABISIMWA, Les pouvoirs politiques traditionnels dans la gouvernance démocratique en rez-de-chaussée, 2014. JCMASHINIDM, Gouvernance en RD Congo. Regards et témoignages, 2014. F. Lapère et Alemaître, Politique publique et pratique de l'économie informelle en Afrique subsaharienne, 2014. OKAHOLA Tabou, Les ménages à Lubumbashi. Hébergement des parents et vie domestique, 2014. Y. MANDJEM, Les sorties de crise en Afrique, vol 1. Acteurs, institutions et pouvoirs d'État, 2014. Y. MANDJEM, Les sorties de crise en Afrique, vol 2. Acteurs, institutions et pouvoirs d'État, 2014. Remerciements. Cet ouvrage est le fruit de nombreuses années de réflexion sur les crises politiques africaines et les modalités de sortie de celles-ci. Je remercie tous ceux qui de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Luc Sinjoun, Yves Poirmer, Augustin Loada, Alain Ondois, Nicolas Van de Wally, Pierre Anglebert, René Otaïek, Patrice Bigombe-Logo, Mireille Manga-Edimo, Jean-Emmanuel Pondy, Michel Temsa, Séraphine Seining. Je tiens enfin à exprimer mes remerciements à ma famille, en particulier Madame Veuve Ndouk et Marie Bissik, Monsieur Gilberia, Madame Yann et Françoise Enja, et Madame Yvette Ikumu Mbeke pour sa compréhension et sa sollicitude inestimable, ainsi qu'à tous ceux dont j'ai omis de citer les noms mais qui se reconnaîtront. Je dédie cet ouvrage à mon défunt père François Ndou. Liste des sigles et abréviations. ABACO, Association des Bakongo. ACCOR, African Center for the Constructive Resolution of Dispute. ACDI, Agence canadienne de développement international. ACL, Assemblée constituante et législative. ACLPT, Assemblée constituante et législative, Parlement de transition. ADIA, Agence d'information dialogue. AFDL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. AFP, Agence France Presse. AIP, Agence ivoirienne de presse. AMP, Alliance pour la majorité présidentielle. ANC, Armée nationale congolaise. ANR, Agence nationale des renseignements. APOUE, Alliance patriotique du peuple Ouai. BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Merci, Bureau d'études et de recherche Consulting International. CCI, Centre de commandement intégré. CCTV, Canal Congo Télévision. CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès. CEA, Comité d'évaluation et d'accompagnement. CECOS,
Centre de commandement des opérations de sécurité. CEDAF, Centre d'études et de documentation africaine. CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. CEI, Commission électorale indépendante. CELC, Commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption. CGFDR, Comité de gestion des fonds du désarmement pour le Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion. CIAT, Comité international d'accompagnement de la transition. CIDDR, Comité interministériel du désarmement, démobilisation et réinsertion. CKTV, Canal Kin Télévision. CNCA, Conseil national de la communication audiovisuelle. CNDHCI, Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. CNDP, Congrès national de défense du peuple. CNRD, Congrès national pour la résistance et la démocratie. CNS, Conférence nationale souveraine. CNSI, Commission nationale de supervision de l'identification. CNSP, Comité national de salut public. CODEP, Collectif de l'opposition démocratique plurielle. CONACO, Confédération nationale du Congo. CONADER, Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion. CPCL, Cadre permanent de concertation. CPIL, Cour pénale internationale. Kurdifel, Cellule universitaire de recherche et de diffusion des idées et actions politiques du président Henri Konan Bédié. CVRL, Commission Vérité et Réconciliation. DCFCOFEDEC, Démocratie chrétienne fédéraliste, collectif des fédérations des églises chrétiennes. DDR, Désarmement, démobilisation et réinsertion. DDRRR, Désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réintégration. DIC, Dialogue intercongolais. ECVA, Enregistrement, contrôle et vérification de l'armement. FAC, Forces armées congolaises. FAFN, Forces armées des forces nouvelles. FANCI, Forces armées nationales de Côte d'Ivoire. FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. FAZ, Forces armées aéroises. FESCI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda. FDS, Forces de défense et de sécurité. FJDA, Forum des jeunes pour la démocratie en Afrique. FLC, Front de libération du Congo. FLCO, Front de libération du Centre-Ouest. FLEC, Front de libération de l'Est du Congo. FLGO, Front pour la libération du Grand Ouest. FMI, Fonds monétaire international. FN, Force nouvelle. FNI, Front nationaliste et intégrationniste. FONUS, Force novatrice pour l'unité et la solidarité. FPI, Front populaire ivoirien. FPR, Front patriotique rwandais. FRCI, Force républicaine de Côte d'Ivoire. FRN, Forum de réconciliation nationale. GRIP, Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. GTI, Groupe de travail international. GTZ, Agence allemande de coopération technique, Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit. AM, Haute autorité des médias. HCDH, Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. HCRPT, Haut Conseil de la République, Parlement de transition. INS, Institut national de la statistique. GED, Journaliste en danger. MASVOCI, Mouvement des agents de santé volontaires de Côte d'Ivoire. MEECI, Mouvement des élèves et des étudiants de Côte d'Ivoire. MEVCI, Mouvement des enseignants volontaires de Côte d'Ivoire. MFA, Mouvement des forces d'avenir. MILOCI, Mouvement ivoirien de libération de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. MINUCI, Mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire. MJCCCI, Mouvement de la jeunesse citoyenne de Côte d'Ivoire. MJP, Mouvement pour la justice et la paix. MLC, Mouvement de libération du Congo. MONUC,
Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. MPCI, Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire. MPIGO, Mouvement populaire ivoirien du Grand Ouest. MPR, fait, Mouvement populaire pour la Révolution, fait. Privé. MRC, Mouvement révolutionnaire congolais. MRLC, Mouvement révolutionnaire pour la libération du Congo. OCI, Organe consultatif international. ONDH, Observatoire national des droits de l'homme. ONI, Office national d'identification. ONU, Organisation des Nations Unies. ONUCI, Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. PALU, Parti Lumumbiste unifié. PDCIRDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain. PIT, Parti ivoirien des travailleurs. PNRRC, Programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire. PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. RALIK, Radio Liberté Kinshasa. RCA, République centrafricaine. RCD, Rassemblement congolais pour la démocratie. RCDML, Rassemblement congolais pour la démocratie Mouvement de libération. RCDN, Rassemblement congolais pour la démocratie nationale. Rez-de-chaussée, République démocratique du Congo. RDR, Rassemblement des républicains. REC Info, Réseau européen Congo Information. RENACO, Regroupement des nationalistes congolais. RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. ROC, Regroupement de l'opposition congolaise. RPP, Rassemblement pour la paix et le progrès. RTI, Radio-Télévision ivoirienne. RTNC, Radio-Télévision nationale congolaise. SADC, Southern African Development Community. SCEPDHO, Structure de culture, d'éducation populaire et des droits de l'homme. SMI, Structure militaire d'intégration. TPIR, Tribunal pénal international pour le Rwanda. TPIY, Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. TSSL, Tribunal spécial pour le Sierra Leone. UA, Union africaine. UCP, Union des Congolais pour la paix. UDCY, Union pour la démocratie citoyenne. UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. UE, Union européenne. UNAFEC, Union des nationalistes fédéralistes du Congo. UNITA, União Nacional para a Independencia Total de Angola, Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. UNPC, Union nationale de la presse congolaise. UPC, Union des patriotes congolais. UPRGO, Union patriotique de résistance du Grand Ouest. URC, Union pour la renaissance du Congo. Figure. Figure 1. La partition de fait de la Côte d'Ivoire, ligne de non-franchissement et zone de confiance au moment de la mise en place du gouvernement de transition, mars 2003. Source carte de CH. Bouquet, dessin de Enpo Martinez et Géravignon. Géopolitique de la Côte d'Ivoire, Armand Collin, 2005, page 175. Figure 2. La partition de fait de la rez-de-chaussée, les forces en présence à la veille de la mise en place du gouvernement de transition, juillet 2003. Source carte de M. F. Cross et F. Missé, Géopolitique du Congo, rez-de-chaussée. Édition complexe 2006, page 10. Introduction générale. La sortie de crise par les institutions. Comme objet de recherche. De nos jours, s'il est une interrogation qui traverse avec constance et véhémence la science de la résolution des conflits en Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, sur fond d'incertitude, c'est bien celle de la sortie de crise par la mise en route des institutions. Elle constitue un objet de recherche théorique nouveau doublé d'une préoccupation empirique majeure qui est devenue déterminante depuis que dans les conflits politiques en Afrique,
il est désormais possible de déconseiller un usage non seulement démesuré et incontrôlé de la notion de transition démocratique, mais aussi aveugle et imprudent du passage de la guerre à la paix. Comparé aux précédents processus politiques en cours ou ayant eu cours en Afrique, la sortie de conflits ou de crises par les institutions se distingue essentiellement par son objet, sa portée et les perspectives qu'elle soulève en termes de renouvellement du cadre de vision et de la grille d'analyse des situations politiques pourtant très complexes. Initiée en Afrique à la suite de la réception problématique des questions de libéralisation politique, de partage de pouvoir, d'alternance et ou de légitimité au pouvoir dans certains États jadis néo-patrimoniaux, mais aussi de renégociation du pacte social et politique dans les États postcoloniaux comme la Côte d'Ivoire et la rez-de-chaussée, la sortie de crise est étroitement liée à la prolifération des conflits internes sur le continent à la fin du XXe siècle. Des conflits dont l'origine peut être associée à la troisième vague des démocratisations. La démocratisation en Afrique a été le révélateur d'un contexte explosif de déchirures ethno-identitaires, de fractures sociales, communautaires et ethno-nationalistes et de ressentiments populaires. Accordée aux frasques de la récession économique des années 1980, elle va donner libre cours à l'exacerbation des revendications populaires et des luttes politiques parfois très violentes entre communautés ou entre les élites pour le contrôle ou l'accès au pouvoir. Ce contexte, en consacrant la mise à mal des souverainetés africaines, va conduire à l'effondrement de l'État africain. Cet effondrement de l'État africain étant de plus en plus accentué par les jeux et les enjeux d'une reconfiguration du capitalisme libéral, à la grande désillusion de ceux qui, à la fin de la guerre froide, avançaient la marginalisation stratégique et économique future du continent. La faillite ou la crise de l'État africain va prédisposer celui-ci à devenir le site privilégié de la violence politique interne, car le risque de conflit ou de guerre civile est d'autant plus fort dans les États particulièrement faibles. Les États faibles, weak state, sont des États qui reposent sur des frontières artificielles ou sur un territoire dont ils ont du mal à contrôler l'étendue, avec une unité nationale, religieuse ou culturelle fragile, dirigée par des pouvoirs autoritaires mais fragiles et connaissant un sous-développement dramatique. Leur homogénéité et leur stabilité seraient sujettes à caution. L'État en faillite, quant à lui, est un État dont les services publics ne fonctionnent plus, qui ne peuvent plus remplir leurs fonctions régaliennes, assurer la sécurité, la justice, l'éducation pour tous, et qui connaissent des phénomènes de corruption, de criminalité, une sorte de décomposition de l'appareil d'État. Toutefois, l'État en faillite se distingue de la faillite ou de la crise de l'État du fait de la guerre civile ou de la rébellion, car dans la plupart des cas, comme le montrent les exemples ivoiriens et congolais, la faillite de l'État précède et dévoile la crise de l'État. Cette dernière se manifeste sous trois formes. La crise du contrôle total du territoire par l'État du fait de sa faible capacité de projection périphérique pour des raisons menant à l'absence des ressources financières, matérielles et humaines, à l'indocilité des sociétés situées à la périphérie de la capitale. D'où l'émergence d'un souverain territorial de type archipélagique. À titre d'illustration, le gouvernement de la rez-de-chaussée d'avant la guerre de 1996, la crise de la population dans son rapport à l'État, la crise du sentiment national et de l'allégeance citoyenne, qui révèle les crispations identitaires ethno-régionales et la fracture sociale et communautaire, et la contestation avec succès du monopole étatique de la violence physique légitime sur le territoire par des mouvements armés qui, de ce fait, deviennent des acteurs conventionnels de la vie politique. Par ailleurs, la notion d'État en faillite peut être utilisée pour désigner des pays dont la situation financière est tellement dégradée, en proie au déclin économique, étroitement dépendant de l'exportation de matières premières, ayant un faible revenu par habitant et où la richesse est très inégalement répartie. Ce type de pays, parmi lesquels on peut ranger la Côte d'Ivoire et la rez-de-chaussée d'avant-guerre, connaît un risque élevé de conflit ou de guerre civile, étant entendu que dans ce contexte, l'État par son autorité, ses services publics, n'apparaît plus comme étant au service de l'intérêt général, ce qui favorise l'apparition et le triomphe des tensions communautaires, sociales et politiques. Dès lors, il y a une corrélation entre institutions de sortie de crise et État en crise ou en faillite, même si ce rapport n'est pas de l'ordre de la causalité. La sortie de crise par les institutions a incontestablement atteint son âge d'or avec la prolifération de diverses formes de lutte violente de pouvoir qui remettent en cause les régimes politiques africains,
mais aussi lorsque la pratique diplomatique en cours dans les initiatives de résolution des conflits internes sur le continent l'a consacré comme sa recette pour mettre fin aux mouvements insurrectionnels dans nombre d'États africains. Ces luttes de pouvoir peuvent prendre la forme des coups d'État, des rébellions, des vastes mouvements violents de population à l'appel d'un leader suite à la contestation des résultats d'un scrutin. Elles se distinguent des nouveaux mouvements sociaux en cours en ce moment en Afrique du Nord et dans une partie du monde arabe, Tunisie, Égypte, Libye, Algérie, Maroc, Bahreïn, Yémen, Jordanie, qui ne reposent plus uniquement sur des valeurs matérialistes, mais également sur des valeurs non matérialistes et s'inscrivent dans des stratégies de contestation des régimes en place, même si, par la suite, à défaut de provoquer la chute de ces régimes comme en Tunisie et en Égypte, il est pas exclu que ces mouvements de contestation se transforment en rébellions armées contre le régime en place. C'est le cas de la Libye de Mouammar Kadhafi. Toutefois, la forme de lutte de pouvoir à l'origine du conflit en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée, champ de notre étude, est la rébellion. Notre définition de la rébellion s'inspire de celle élaborée par Diana Russell. Celle-ci définit la rébellion comme une lutte de pouvoir dans laquelle le régime en place est menacé par un groupe réduit d'individus qui utilisent des moyens qui incluent, entre autres, le recours à la violence. Cette définition emprunte également la variable potentielle de l'illégalité du mouvement à la définition des révolutions élaborée par Jack Goldstone. C'est dire que les rébellions ne sauraient être des révolutions mais sont fondamentalement des mouvements insurrectionnels. Ce sont des groupes de partisans. Dans cet ordre d'idées, les seules variables que la rébellion a en commun avec la révolution sont l'usage de la violence et l'irrégularité du mouvement. La rébellion est le théâtre d'une forme de lutte de pouvoir qui aboutit à une situation de neutralisation entre les forces armées gouvernementales et celles des forces insurrectionnelles sur un territoire. De plus, elle a la particularité que son action dans les conflits en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée n'a pas été précédée ou n'est pas accompagnée d'un projet idéologique. C'est là l'un des critères qui inscrit la rébellion dans le champ des nouvelles guerres et la distingue des anciennes. La rébellion est une forme du politique ayant fréquemment cours dans les États en crise ou en faillite. L'État, dans une telle situation, est très probablement faible, non démocratique, incompétent, et incapable de s'opposer à l'escalade de la violence de la part des éléments rebelles, quand il ne la provoque pas par sa propre maladresse. À titre d'illustration, la politique de l'ivoirité inaugurée par le président Henri Konan Bédié, qui a été poursuivie par les gouvernements qui se sont succédés après lui. Les rebelles sont également des acteurs rationnels, c'est-à-dire Q'. Avant de prendre leurs décisions, ils ont procédé à un calcul coût-bénéfice et la rébellion s'avère être l'alternative qui leur procure l'utilité espérée la plus élevée. Le prix que paient les belligérants lors des combats ne représente qu'une part insignifiante des souffrances endurées par l'ensemble des populations. Les théories du choix révolutionnaire permettent de justifier l'engagement révolutionnaire, dans les contextes ivoiriens et congolais par une multitude de facteurs allant des coûts moins élevés de l'engagement révolutionnaire, à la recherche des biens publics, instauration d'un nouveau régime, aux incitations sélectives, à la répression d'État, à la pauvreté et au sous-développement des apostrophes. Un pays, etc., les risques de conflit sont donc multiformes. La concentration d'importantes quantités de ressources naturelles dans le sous-sol congolais, et la présence d'abondantes ressources agricoles et minières en Côte d'Ivoire constituent très souvent une source de financement pour les organisations rebelles. Dans le cas d'espèce, même si Alassane Ouattara est souvent cité parmi les commanditaires de la rébellion ivoirienne, il reste que son comportement est celui de ses pairs de l'opposition politique que sont Henri Konan Bédié, Francis Waudié, Innocent Kobena Anaki pour ne citer que cela, ressemble à celui de resquilleurs ou de passagers clandestins. C'est également le cas du comportement des membres de l'opposition politique en rez-de-chaussée. Toutefois, il est important de rappeler que la multitude des facteurs énumérés par les théoriciens du choix rationnel convoqués pour justifier l'engagement révolutionnaire, dans les contextes ivoiriens et congolais, n'a rien de fondamentalement révolutionnaire dans l'analyse des causes de la rébellion. Avant eux, Thomas Hobbes a montré comment les républiques sont détruites par une sorte de maladie ou un désordre des humeurs. En nous inspirant de cet auteur, on peut affirmer que 3 choses concourent à disposer les hommes à la rébellion en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée: le mécontentement,
le prétexte du droit et l'espoir du succès. En ce qui concerne le mécontentement qui vient de la peur et de l'ambition, on peut dire que le fait qu'un ou plusieurs groupes d'individus aient pris les armes en Côte d'Ivoire ou en rez-de-chaussée, et aient échoué à renverser les régimes des présidents Gbagbo en 2002 et Laurent-Désiré Kabila en 1998, les a disposés à la rébellion par peur d'être arrêtés ou emprisonnés. Par ailleurs, en ce qui concerne l'ambition, le mécontentement dans ce cas précis vient du trouble de l'esprit. En ce sens, ceux qui sont à l'aise, sans craindre de manquer et de connaître la violence, peuvent s'engager ou provoquer la rébellion à cause de la sensation qu'ils ont de manquer du pouvoir, de l'honneur et de ces témoignages, qui selon eux, leur sont dus. Or, toute joie et tout chagrin de l'esprit consistant en une rivalité pour être préférés à ceux avec qui l'on se compare, ces gens doivent nécessairement prendre en mauvaise part et se sentir blessés de se voir déconsidérés par rapport à ceux qu'ils pensent excéder en vertu et en capacité de gouverner. Alassane Ouattara, l'ancien Premier ministre du président Houphouët-Boigny, se situe dans cette catégorie de mécontents à l'esprit troublé, depuis que les régimes politiques qui ont succédé à celui du premier président de la République de Côte d'Ivoire ont décidé de le priver non seulement de sa nationalité qualifiée de douteuse, mais également de son droit de conquérir les trophées politiques mis en compétition par l'État ivoirien. Son discours belliqueux qui lui vaut aujourd'hui le soupçon d'être qualifié de père de la rébellion ivoirienne, est simplement l'expression de ce type de mécontentement. Le prétexte de droit quant à lui naît du fait que même lorsqu'un homme est mécontent, si à son avis, il n'y a pas de raison juste de s'opposer au gouvernement en place ou de lui résister, ni de prétexte pour justifier sa résistance ou se procurer une assistance, il ne le montrera jamais. À titre d'illustration, l'arrestation et l'incarcération en 1997 à la prison de Makala de Jano Bemba Saolona, milliardaire du mobutisme déchu, patron des patrons par le régime de Laurent-Désiré Kabila, va changer le destin de Jean-Pierre Bemba. Cette mésaventure du régime de Laurent-Désiré Kabila a eu pour principale conséquence de propulser brusquement Jean-Pierre Bemba de la vie de blouson doré à celle de seigneur de guerre en 1998, à travers la création du Mouvement de libération du Congo, MLC. De même, lorsque les ordres semblent nuire au peuple et que chacun pense que le peuple a la même opinion et la même sensation que lui, et que ceux qui sont de son avis, désignant par peuple n'importe quel nombre de leurs factions, cela peut pousser à la sédition. Selon Guillaume Soro, secrétaire général des Forces Nouvelles, c'est bien parce que le pire est à craindre que j'ai décidé de ne pas baisser les bras. Eddy Angoulou, ambassadeur de la rez-de-chaussée en France en 2002, affirme dans une interview que la guerre de 1996 a été une guerre légitime menée par les compatriotes congolais rassemblés autour du MZLD Kabila pour libérer notre pays de la dictature de Mobutu. La troisième chose qui dispose à la sédition, c'est l'espoir du succès. En Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée, on affirme être devenu rebelle pour libérer le pays de la dictature, de l'exclusion et de la violence. Ici et là, bien qu'ils ne soient pas parvenus à renverser les gouvernements en place, les rebelles sont associés à la reconstruction de l'État dans ces deux pays. Et selon Thomas Hobbes, sans ces trois choses, il ne peut y avoir aucune rébellion, et lorsqu'elles sont toutes réunies, il n'y manque plus qu'un homme de crédit pour montrer l'exemple et sonner trompette. Dans son ouvrage consacré à cet effet, Guillaume Soro explique les raisons qui l'ont conduit à la sédition. J'ai décidé de quitter mon pays, de rejoindre ceux qui voulaient lutter pour la démocratie et leur apporter mon savoir-faire politique et ma détermination. La rébellion en tant que conflit domestique ou interne violent en Côte d'Ivoire ou en rez-de-chaussée peut être assimilée à une guerre civile. Les guerres civiles sont parfois définies par rapport à la révolution, au génocide, au massacre ou pogrom, aux guerres de libération nationale contre le colonialisme, aux guerres de sécession, même si certains, en particulier les économistes de la Banque mondiale, n'établissent aucune distinction entre guerre civile, insurrection, rébellion, révolution, mouvement de protestation et meute. Toutefois, la guerre civile se distingue de la violence collective car à la différence de cette forme de violence, elle implique l'existence d'une organisation rebelle bien armée et incorporant des combattants à plein temps. On parle généralement de la guerre civile lorsqu'une organisation rebelle identifiable défie militairement le gouvernement et que la violence qui en résulte entraîne la mort de plus de 1000 personnes, avec un minimum de 5% dans chaque camp.
Cette définition élaborée par la Banque mondiale s'inspire de celle formulée par Paul Collier et Anke Höfler qui conditionne l'usage du terme guerre civile à la vérification simultanée de 4 propriétés. Ainsi, s'inspirant de ces derniers, on pourrait valablement penser que les rébellions en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée ont conduit à la guerre civile, même s'il s'est agi dans le premier pays d'une guerre civile étouffée car l'intervention française en 2003 n'a pas permis à ce qu'elle atteigne le stade ouvert. En premier lieu, ces conflits mettent en scène des parties qui disposent chacune d'une organisation militaire, le gouvernement ivoirien avec ses FANCI ou ses FDS contre les FAFN, elles-mêmes composées des forces du MPCI, du MPIGO et du MJP, le gouvernement congolais avec ses FAC contre les forces des mouvements rebelles que sont le MLC, le RCD Goma, le RCDML, le RCDN et le CNDP. En deuxième lieu, le nombre de morts au cours des batailles excède 1000. En troisième lieu, les groupes qui participent au conflit doivent s'infliger des pertes réciproques, dont au moins 5% pour le groupe le plus faible. Le gouvernement est partie prenante au conflit. La guerre civile est donc une guerre armée opposant un groupe à un autre groupe et ou au gouvernement en place au sujet du pouvoir, en dehors de tout cadre dûment structuré et à l'intérieur d'un pays sans que soit observé de participation directe d'une armée étrangère, ce qui n'exclut pas pour autant l'influence d'une force étrangère. En cela, elle diffère radicalement de la guerre entre nations qui s'applique à des situations interétatiques et qui met en jeu des forces organisées militairement et soumises à certaines règles du début à la fin. Ainsi, en Afrique particulièrement, le conflit dans les ordres politiques marqués par la guerre civile porte sur l'organisation du monopole étatique, voire une contestation armée du monopole étatique par des mouvements rebelles. Ce contexte donne provisoirement le spectacle d'une configuration où l'État, du moins ce qu'il en reste et les mouvements rebelles, sont en concurrence pour le monopole de la violence sur le territoire de l'État africain. Les différents accords de paix en Côte d'Ivoire, en rez-de-chaussée, au Rwanda, au Libéria, au Burundi, bien que faisant la part belle à la transition démocratique, portent sur des processus de recomposition de la souveraineté étatique à la suite des guerres civiles. Ces conflits armés entament ou traduisent le phénomène de désinstitutionnalisation à géométrie variable, totale ou partielle, des ordres politiques africains. La désinstitutionnalisation, entendue ici comme un ensemble de perturbations qui affectent tous les niveaux de l'ordre politique, est caractéristique de la crise politique. Cette dernière est marquée à la fois par la corrosion de l'ordre établi et par le développement des mobilisations désintégratrices. Dans le cas d'espèce, la naissance de mouvements rebelles, les fractures identitaires sévères. C'est la remise en cause à géométrie variable de l'ordre politique africain, car il y a à la fois désaccord sur la définition des rôles politiques, contestation de l'autorité qui était attachée à ces rôles, non-respect des bonnes manières politiques, inobservation des rituels, transgression du code qui régissait jusqu'alors les comportements politiques, dénégation des valeurs fondamentales sur lesquelles s'appuyait la politique. Elle est la marque des conjonctures critiques qui se caractérisent par l'interdépendance croissante des faits et gestes des différents acteurs de la crise, l'existence des îlots de jeu tendus entre eux, à travers des coups directs parfois médiatisés par les acteurs, ainsi que par la bataille permanente qu'ils se livrent pour imposer leur définition de la situation. Les conflits armés sont le creuset des configurations de la politique où le rapport à l'autre s'extériorise véritablement sous la forme du rapport à l'ennemi, une menace inadmissible, parce que non réductible au groupe fusionnel. Le rapport à l'ennemi rend compte de la politique dans les ordres politiques conflictuels en Afrique comme activité productrice de violences orgiaques. La politique est désormais réduite à une espèce de forme de la dépense. L'aggravation constante du désordre amène à appréhender la crise comme synonyme de rupture, de cassure, de dépassement d'un point de non-retour. Cependant, il est important de signaler que la violence politique et la parlementarisation de la vie politique ne sont pas antinomiques. La première conduit à la seconde lorsque le seuil de tolérance qui caractérise l'habitus social d'un peuple ou d'un groupe est atteint. Le système d'interaction dans lequel s'insèrent les parties dans les conflits armés en Afrique crée des ensembles d'interdépendances qui structurent leurs actions. En réalité, tel un jeu, les conflits armés en Afrique intègrent les stratégies des acteurs, laissent apparaître les contraintes auxquelles ces derniers sont soumis,
limitent leur marge de manœuvre et les mettent en demeure de négocier un changement des règles de jeu pour éviter une fin réciproque. Il s'agit de l'avènement d'un champ de coopération et d'interdépendance entre acteurs, avec des intérêts même contradictoires. Les théories du choix révolutionnaire appliquées aux situations de guerre civile en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée nous renseignent sur le fait que si les rebelles dans les deux cas peuvent être souvent taxés d'avoir engagé la lutte pour le renversement du pouvoir sans envisager de véritables changements structurels, il est important de souligner que l'action de ces derniers est sous-tendue par de fortes revendications, grievances. Les motivations des rebelles se fondent sur les motifs d'ordre sociopolitique. Répression politique, déficit ou absence de démocratie, exclusion politique et sociale, citoyenneté, inégalité économique et inégal accès à la terre. Les revendications, qu'elles soient des motifs ou des mobiles, sont plus à même de rendre compte des motivations des rebelles que l'avidité, greed, et masquent parfois très bien cette dernière. La guerre, souvent présentée par ses instigateurs comme un catalyseur indispensable au progrès social, est bien plus généralement un désastre économique et social pour le pays qu'elle affecte. D'abord parce que la variable la plus significative du déclenchement d'une guerre civile est la faiblesse de l'État ou de son gouvernement. D'autre part, la contestation réussie du monopole étatique de la violence physique sur le territoire par les groupes armés et le réalisme des acteurs du conflit face à une entreprise révolutionnaire qui n'a pas réussi à renverser le régime en place, favorisent les activités illégales. D'ailleurs, les activités de prédation des ressources naturelles pendant les périodes de conflit concernent aussi bien les rebelles que les gouvernements. Enfin, ce sont les civils, et moins les combattants actifs, qui souffrent des principaux méfaits de la guerre civile, et beaucoup de ses conséquences néfastes ne font que s'amplifier longtemps après que la guerre a pris fin. La réinsertion du partisan commence alors lorsque le jeu politique insère la contrainte d'une absence de survie, si l'on ne s'appuie pas sur une organisation reconnue ou des institutions reconnues. Dans cet ordre d'idées, le destin politique de l'irrégularité en Afrique n'est donc pas l'irrégularité permanente, et l'action du partisan, c'est-à-dire du combattant irrégulier, vise à susciter une nouvelle instance, un nouvel ordre politique. Et s'inspirant de Lénine, on pourrait affirmer que la guerre de partisans est un ingrédient nécessaire pour négocier un nouveau contrat social en Afrique. Il s'ensuit que le problème du partisan peut être résolu, car les partisans au cours des rébellions africaines entendent devenir des combattants de la paix et de glorieux héros. En ce sens, à la faveur de la fin de la sortie de crise en Côte d'Ivoire, les ex-rebelles affirmaient « Nous voulons donner une chance à la Côte d'Ivoire à tous les niveaux en partant de la primature. Nous voulons laisser une Côte d'Ivoire nouvelle de paix, prospère et réconciliée avec elle-même avant notre départ qui est imminent. » Les partisans qui se dérobent de cette direction sont de la racaille anarchiste et des ennemis du genre humain. La fin de ce contexte d'incertitude structurelle dépendrait alors de la mise en œuvre des recettes tactiques. Les accords de paix qui s'ensuivent sont un ensemble de dispositions juridiques issues des négociations politiques entre les parties en conflit, ayant pour but d'établir un compromis entre elles et de régir la transition. Cette configuration tente à transformer l'ennemi d'hier en adversaire d'aujourd'hui. La signature des accords de paix desquels sont issues des technologies institutionnelles comme les institutions et les élections de sortie de crise, étant entendu qu'au cours de la sortie de crise, les élections peuvent être perçues comme une institution, participe de ces recettes car le mouvement de désinstitutionnalisation libère en effet un ensemble de potentialités nouvelles qui peuvent être positives ou négatives. En s'inspirant de Thomas Hobbes, on peut dire qu'il y a des affinités électives entre la paix et le renoncement par les belligérants de leur droit à la guerre. Selon ce dernier, la cité est un instrument de la paix, un facteur de sécurité. Elle est engendrée par les représentations et les calculs de l'individu appliqués à discipliner par son intelligence le mouvement de ses passions. L'instabilité naturelle, la guerre de chacun contre tous étant le produit inévitable du droit de tous à tout, il est clair que le moyen d'établir la paix, ce sera une renonciation à ce droit d'où la guerre procède. Il en découle que la guerre civile ou la rébellion est un moyen de récréation d'un nouveau contrat social. Le contrat social, selon Hobbes, résidant dans les conditions et les modalités de cette renonciation, c'est elle qui, introductrice de la sécurité, crée l'État. La guerre civile ou la rébellion est une modalité de réétatisation en Afrique.
Au nombre des pays confrontés à un conflit interne armé et qui ont choisi les élections comme modalité de sortie de crise, se trouvent la Côte d'Ivoire et la rez-de-chaussée. La sortie de crise dans ces pays emprunte toute une dynamique de pacification des rapports politiques à travers un effort de démocratisation, rétatisation par la reformulation des règles du jeu politique et par la réconciliation des partis dans les États en déliquescence. De ce point de vue, elle véhicule une dynamique de réinstitutionnalisation de la vie politique qui elle-même vise les processus et les entreprises qui tendent à organiser les modèles politiques de façon stable. 1. Considération préjudicielle sur les institutions de sortie de crise. La recherche ne peut pas être effectuée séparément du travail de clarification des concepts de base utilisés comme catégorie de lecture et d'explication, et de construction de l'objet d'étude considéré comme domaine de définition, de vérification des hypothèses. A. Le domaine conceptuel de définition de l'étude. L'objectif ici est de cerner les contours de notre objet d'étude. Quelques clarifications préalables des concepts centraux s'avèrent nécessaires. Il s'agit des concepts comme ceux d'institution, de sortie de crise ou transition politique pacifique, d'institution de sortie de crise ou de transition, des élections de sortie de crise et de l'institutionnalisation. L'institution, un concept englobant et dynamique. Largement utilisé dans les domaines les plus divers des sciences sociales, le concept d'institution semble en effet avoir perdu en compréhension ce qu'il a gagné en extension. Devenu fuyant et insaisissable, ce concept est polysémique, équivoque et problématique, et son sens varie avec les disciplines sans jamais désigner dans une de ces disciplines un concept clairement identifiable. L'acception sociologique du concept d'institution. L'acception sociologique du concept d'institution permet de lier la naissance des institutions à l'existence d'un contexte sociétal dans lequel elles émergent. En tant que forme sociale établie, forme juridique, convention, coutume, les institutions sont les produits d'une société en quête de régulation. L'apport de la sociologie à la clarification de ce concept tel qu'utilisé dans le cadre de cet ouvrage est de rapprocher le concept d'institution à celui de culture, une acception classique qui ressemble étrangement à l'approche défendue par la variante sociologique du néo-institutionnalisme. D'autre part, cette acception appréhende également l'institution comme les processus par lesquels la société s'organise. Vu sous cet angle, les institutions dans la sortie de crise désignent des processus par lesquels on organise les ordres politiques en crise. Cette conception de type essentialiste assimile les institutions à l'institué, mais à la faiblesse de les objectiver fortement et de les considérer comme les formes invariantes et immuables. Or, il est important de mentionner que si les institutions sont la formalisation des pratiques socioculturelles, on ne saurait négliger le fait que dans la sortie de crise, elles empruntent du nouveau au contexte exceptionnel de son émergence. Et en ce sens, ce sont des institutions ad hoc qui peuvent changer en fonction de l'évolution de l'environnement dans lequel elles ont pris corps. L'acception du concept d'institution en droit. La théorie juridique de l'institution de Maurice Horiou n'est certes pas la première analyse de type institutionnel à avoir été proposée. Elle représente pourtant dans la thématique des juristes, en France tout au moins, une étape essentielle de la conceptualisation de l'institution et de la théorie du droit. Elle entend par institution une idée d'œuvre ou d'entreprise qui se réalise et dure juridiquement dans un milieu social. Pour la réalisation de cette idée, un pouvoir s'organise qui lui procure des organes. D'autre part, entre les membres du groupe social intéressé à la réalisation de l'idée, il se produit des manifestations de communion dirigées par les organes du pouvoir et réglées par des procédures. Les éléments constitutifs de l'institution énumérés dans la formulation de Horiou. L'idée d'œuvre, le pouvoir de gouvernement organisé et les manifestations de communion peuvent aussi être constitutifs d'une institution dans la sortie de crise, seulement, les manifestations de communion y côtoient régulièrement celles de désunion ou d'excommunion réciproque. Celle-ci assimile l'institution à une organisation, qui d'une idée d'œuvre devient instituée, seulement, l'institué, autrement perçu comme quelque chose de durable ne sied pas à la notion d'institution telle qu'appréhendée ici. Dans le cadre de cet ouvrage, nous emprunterons à Horiou le concept d'institution vivante, de nature corporative, institutions organes,
Toutefois, notre conception de l'institution a la particularité d'avoir sa mort programmée dès sa mise en place, c'est-à-dire dans les objectifs qui l'ont fait naître. Maurice Horiou reconnaît que la chaîne solide des institutions se croise avec la trame plus légère des relations juridiques passagères. Cependant, il conditionne leur mort qui est essentiellement juridique aux opérations de dissolution et d'abrogation. Or, au cours de la sortie de crise, la mort d'une institution est d'abord politique. Elle peut se manifester par le refus d'un acteur puissant ou des acteurs de lui conférer la légitimité. C'est le cas des institutions issues de l'accord de Marcoussis en Côte d'Ivoire. La théorie juridique nous permet de rendre compte des institutions de sortie de crise à partir de leur filiation au droit de la transition, même si, pour ce qui est de ce cas spécifique, le rapport de force qui est fondamentalement fluctuant relativise la force du droit. Dès lors, en prenant pour préalable cette théorie, on serait à même de postuler que dans la sortie de crise, les institutions ne sont pas uniquement des foyers de droit, mais aussi des foyers de lutte parfois générés par ce droit, ou encore des foyers de remodelage, de rapiéçage de ce droit. Par ailleurs, la brèche ouverte par l'acception horiouiste élastique des institutions politiques, institutions privées, permet de les envisager en dehors de celles de l'État et de la démocratie formelle. Dans la sortie de crise, ces dernières renaissent d'un vouloir vivre collectif et ne sont chacune prises individuellement qu'une forme d'institution, à côté des structures internationales de suivi et d'accompagnement. De ce fait, l'État en reconstruction est donc une institution complexe, mieux un tissu d'institutions. En définitive, il découle de l'analyse juridique d'Horiou que l'institution désigne les structures fondamentales qui permettent d'identifier un régime politique, et qui se distinguent des effets contractuels et interindividuels de la simple volonté des acteurs sociaux. Cette acception horiouiste nous permettra d'appréhender le régime politique de la transition en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée. Bien plus, cette vision à l'origine de la perspective institutionnaliste en sciences politiques nous permettra d'aborder les institutions de sortie de crise par une analyse de leurs fondements structurels, même si elles pèchent fortement par la non-prise en compte de leur rapport à la société ou à l'environnement. Le concept d'institution en sciences politiques. Le néo-institutionnalisme est abordé comme une approche plurielle, cependant chacune de ces variantes essaie de proposer une définition à la notion d'institution. Dans la plupart des cas, la définition fournie par l'institutionnalisme historique est plus vague que celle produite par les autres variantes. En général, les institutionnalistes historiques travaillent avec une définition des institutions qui inclut à la fois les organisations formelles et les règles et procédures informelles qui structurent les comportements. Peter Hall a une large définition qui inclut des règles formelles, des procédures consensuelles et des pratiques opérationnelles standards qui structurent les rapports entre les individus dans diverses unités de la politique et de l'économie. L'institutionnalisme historique permet aussi de saisir les institutions de sortie de crise à partir de l'idée d'organisation, de processus consensuels et de processus et pratiques de normalisation. Cette variante qui autorise à considérer les institutions comme des variables déterminantes ayant une forte capacité à façonner la sortie de crise, va être relativisée dans le cadre de cet ouvrage. Cela dit, si dans la sortie de crise les institutions ont une force structurante, elles ne sont pas les plus importantes dans la détermination du procès politique. Selon les théoriciens de l'institutionnalisme du choix rationnel, les institutions sont des règles utilisées par les individus pour déterminer qui et qu'est-ce qui serait inclus dans les situations de décision, comment l'information est structurée, quelles actions pourraient être prises et dans quelle séquence, et comment les actions individuelles pourraient être agrégées dans les décisions collectives, tout ce qui existe dans un langage partagé par une communauté d'individus plutôt que les parts physiques d'un environnement externe. Cette variante qui appréhende les institutions comme étant productrices des mécanismes de coordination, permet de considérer les institutions dans la sortie de crise comme les paramètres de l'action produite par les acteurs. Les théoriciens de l'institutionnalisme sociologique définissent les institutions comme des structures et activités cognitives, normatives et régulatrices qui fournissent la stabilité et un sens aux comportements sociaux. Ainsi, en prenant en compte l'environnement dans lequel elles émergent, cette approche nous renseigne sur une acception des institutions de sortie de crise qui n'échappe pas à la formalisation des pratiques socioculturelles. Dans cet ordre d'idées,
les institutions sont d'abord et avant tout une manifestation symbolique des besoins d'une société ou d'un groupe dans la société en quête de paix et reconstruction et pourraient être découplées de l'action. La définition de l'institution couvre désormais les structures formelles, les normes sociales, les symboles et les idées. Telles qu'exposées, les institutions seraient des canevas de l'action et des producteurs de résultats politiques. Toutefois, le néo-institutionnalisme offre une occasion de discuter de l'utilisation des institutions dans la sortie de crise comme variable explicative autonome, en même temps qu'il fait émerger une acception plus complexe de l'institution, dont le champ d'investigation est plus vaste que l'État, la démocratie et leurs institutions. Ces thématiques dans la sortie de crise couvrent aussi les structures internationales de suivi et d'accompagnement, les normes et procédures consensuelles de pacification, et les luttes pour le contrôle du pouvoir politique au cours et au terme de la transition. Notre définition des institutions de sortie de crise procède de celle de Kathleen Tellon et Sven Steinmo, qui ont fait une association complémentaire entre les apports de l'institutionnalisme historique et ceux de l'institutionnalisme du choix rationnel. Pour ces auteurs, les institutions sont à la fois des variables contraignantes ou déterminantes de l'action et des instruments stratégiques entre les mains des acteurs. Avec eux, on peut soutenir que dans la sortie de crise, les institutions influencent les acteurs de la crise et en même temps ces derniers les influencent ou façonnent à leur tour. Cette approche des institutions permet de montrer que si les institutions contraignent et réfractent les politiques, elles sont loin d'être les seules, du moins les causes les plus déterminantes de résultats dans la sortie de crise. Étant de par leur nature, le reflet des objectifs des acteurs, les institutions sont des instruments entre les mains des acteurs pour atteindre leur but. Par ailleurs, dans la sortie de crise, elles sont caractérisées par l'adaptabilité car certains choix initiaux sont dysfonctionnels. Et même lorsque les choix initiaux sont appropriés, l'environnement politique évolue rapidement. La logique de l'institutionnalisation. Par institution, il faut entendre l'ensemble des faits sociaux qui, s'inscrivant dans la durée, ont l'apparence d'une réalité objective, naturelle, et sont vécus comme tels par les individus. Notre approche de l'institution. L'institution est en même temps une structure ou une force qui exerce des contraintes sur les acteurs, mais également une ressource mobilisée, entre les mains de ceux-ci pour atteindre certaines de leurs fins. L'effet le plus immédiat de cette vision instrumentale de l'institution consiste à voir dans sa transformation en ressource, une réalité isolable du contexte institutionnel dans lequel il a pris naissance. L'institution perçue à la fois comme une réalité productrice de contraintes et une ressource, permet de saisir de manière décisive les transformations conjoncturelles qu'elle peut connaître durant la sortie de crise. L'effectivité de l'institution dans la sortie de crise tient de manière particulière au rapport de force entre acteurs qui président non seulement à son émergence, mais aussi à son déploiement tout au long de celle-ci. La sortie de crise ou transition politique pacifique. La sortie de crise, quant à elle, est entendue ici comme un moment et un processus qui se déroule entre deux situations, dont l'une est instable et l'autre stable, d'un régime politique avec une possibilité de changement des pratiques et des normes dans le sens de la paix et ou de la démocratisation, et de la restauration de l'autorité de l'État. Dans le cadre de la sortie de crise marquée par la guerre civile ou le conflit armé, il s'agit du passage de la guerre civile ou du conflit armé à la paix. La sortie de crise dont nous parlons dans le cadre de cet ouvrage est une transition politique pacifique. Elle signifie le passage d'un régime à un autre, c'est-à-dire de la guerre comme régime de la politique fondée sur la destruction de l'autre à la paix comme régime de la politique impliquant la tolérance de l'autre. La transition politique pacifique en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée intègre et dépasse la transition démocratique et nous évite le piège de l'unidimensionnalité promue en partie par la nouvelle sociologie politique africaniste d'inspiration nord-américaine. Elle peut être aussi une transition démocratique, puisque la sortie de crise s'effectue suivant le modèle de la paix démocratique. Dans les cas d'espèce, le paradigme de la transition ne se conforme pas au modèle du passage du régime autoritaire ou dictatorial à la démocratie. C'est d'ailleurs le lieu de rappeler que l'usage continuel du paradigme de la transition constitue une dangereuse habitude consistant à essayer d'imposer un ordre conceptuel simpliste et parfois incorrect à un tableau empirique d'une complexité considérable. Toutefois,
La grande ambiguïté de la démocratisation ici est celle de comment passer des armes aux urnes. La notion de transition politique pacifique, bien que prenant en compte les dynamiques de reformulation libérale du jeu politique avec une possibilité qu'elle se poursuive même dans le contexte de l'après-transition, tient également et de manière saisissante, la transition comme le passage à un nouvel ordre politique en tant que dynamique englobante des rapports politiques dans la société. Cela dit, dans les États existants mais extrêmement faibles, Léviathan boiteux en Côte d'Ivoire ou effondré, souveraineté déchue en rez-de-chaussée, les entrepreneurs de la paix dans leurs efforts de démocratisation ont toujours négligé l'issue de la reconstruction de l'État. Or, pour la sortie de crise dans les deux pays, la réétatisation et la démocratisation sont pour nous des défis compatibles à surmonter pour favoriser la transition vers un nouvel ordre politique. D'autre part, la transition politique pacifique ne mène pas nécessairement à la paix, à la démocratie et à l'État en tant que processus de monopolisation, contrairement à ce que laisse entendre sa dimension téléologique et finaliste. Les cas de la Somalie, du Soudan, du Burundi, de la rez-de-chaussée et de la Côte d'Ivoire sont à cet effet assez révélateurs. La transition politique pacifique doit être perçue comme un processus en dents de scie associé à la possibilité de trajectoires multiformes et non tracées d'avance. Le paradigme de la transition associé à la sortie de crise permet d'envisager un nouveau paradigme du changement politique. Les élections de sortie de crise. En période de routine politique, les élections sont une opération dont la finalité devient la participation du plus grand nombre à la désignation des représentants en conquête du pouvoir, alors que dans les sorties de crise, les élections sont une opération qui va au-delà de cette fonction pour inclure une fonction qui n'est pas spécifique à la sortie de crise, puisque toute élection a une dimension de pacification politique. Seulement, la dimension pacification politique est plus accentuée dans les élections de sortie de crise puisqu'il s'agit de passer de la guerre à la paix. Cette conception des élections de sortie de crise a une forte dimension idéologique. Elle procède de la place de choix réservée à l'élection par la théorie démocratique. Selon cette dernière, l'élection est un mode efficace de régulation de l'altérité, un moyen de prévenir crises et conflits politiques au moment crucial de la dévolution du pouvoir. Et comme le souligne Jean Dubois de Gaudusson, c'est en raison des ressources qu'on leur prête que les élections sont convoquées pour contribuer au succès des processus de sortie de crise. Ainsi, les élections de sortie de crise sont convoquées en aval des processus institutionnels de sortie de crise et entendent refonder l'État comme processus de monopolisation par la désignation de son nouveau représentant légitime. Elle se positionne également comme un instrument chargé de provoquer le changement politique, c'est-à-dire de faire passer de la guerre comme régime politique fondé sur la discrimination ami-ennemi à la démocratie comme régime politique fondé sur le fair-play, la tolérance avec à la clé, les élections comme mode unique de dévolution du pouvoir d'État. Bref, elles entendent consacrer un nouveau départ. Cependant, beaucoup d'élections récentes n'ont pas apporté la paix et la stabilité des institutions politiques que l'on était en droit d'attendre. L'exemple le plus récent en date est les élections de sortie de crise des 31 octobre et 28 novembre 2010 en Côte d'Ivoire. Celles-ci ont même été à l'origine de l'approfondissement de la crise ivoirienne. Les institutions de sortie-crise ou de transition. Les institutions de sortie de crise sont des institutions des ordres politiques en voie de sortie de crise ou en reconstruction. En ce sens, elles sont des institutions de transition. Elles sont une réalité constante dans les États africains qui tentent de se relever des crises ou des conflits armés qui ont entamé la dégradation partielle ou totale des conditions matérielles de leur formation. Rwanda, Tchad, Libéria, Somalie, Sierra Leone, Burundi, République démocratique du Congo et Côte d'Ivoire, même si elles ne sont pas spécifiques aux ordres politiques en voie de sortie de crise ou de conflit interne. En tant qu'institutions pro-tempore, limitées dans le temps, certaines d'entre elles interviennent aussi pour marquer la structuration d'un jeu politique transparent qui consacre la civilisation électorale des mœurs politiques dans les sorties de crise. À cet effet, tout en étant semblables aux institutions de la démocratie, celles-ci se distinguent des institutions qui interviennent pour marquer le passage d'un régime politique autoritaire à un autre, jugé plus libéral. À titre d'illustration,
On pourrait citer les institutions de transition issues des concertations politiques de démantèlement du régime autoritaire sous la forme des conférences nationales souveraines au Bénin, au Niger et au Congo au début des années 1990. Dans le cas d'espèce, il s'agissait des institutions de transition démocratique dont le terminus quo est constitué par le constat institutionnel de la crise de l'autoritarisme et le terminus ad quem, par l'avènement au pouvoir des dirigeants issus des élections fondatrices de la nouvelle tradition politique. Elle se distingue également des institutions de transition de décompression autoritaire, comme celles observées au Togo et en ex-Zaïre issues respectivement de l'accord de Ouagadougou signé le 11 juillet 1993 et de la Conférence nationale souveraine d'août 1991 à décembre 1992, en Guinée après les États généraux pour le changement démocratique des avril 1993 ou au Zimbabwe après l'accord de Harare du 15 septembre 2008. Elle se distingue enfin des institutions mises en place par les comités nationaux de salut public après les coups d'État militaires tels le gouvernement de transition, mis en place le 4 janvier 2000 dirigé par le général Robert Gueye en Côte d'Ivoire, même si elles ont en commun le fait d'être des institutions de période d'exception. Toutefois, cette délimitation stricte et actualisée de notre objet d'étude n'ignore pas que historiquement, dans la théorie constitutionnelle classique, la dictature telle qu'elle était pratiquée à Rome était une institution, mieux un gouvernement de transition marqué par la concentration temporaire des pouvoirs entre les mains d'une seule et même personne. Dans la théorie constitutionnelle marxiste-léniniste, la dictature du prolétariat est une institution de passage du capitalisme au communisme, officiellement chargée organiser le dépérissement de l'État, c'est-à-dire la perte du caractère bourgeois de l'État. Dans ce cas de figure, la transition a plutôt relevé de l'idéocratie, c'est-à-dire du discours comme système de gouvernement, que de la réalité, laquelle trahissait les dynamiques réelles de pérennité du pouvoir et de bureaucratisation de l'État. En effet, point d'État effectif ou imaginé sans institution, étant entendu que la théorie constitutionnelle a toujours réservé une place de choix à l'État et à ses institutions. C'est la raison pour laquelle la crise de l'État africain qui s'est traduite par une souveraine inefficacité gouvernementale et administrative, le refus de toute véritable institutionnalisation et l'informalisation du politique et de l'économique, et qui parfois a été le creuset des conflits internes, a nourri les thèses du désordre comme paradigme explicatif de la politique africaine et de l'absence d'institutions en Afrique. L'État, ce sont les institutions de sortie de crise, peu importe si elles contrôlent ou non tout ou partie du territoire. Les institutions de sortie de crise décrètent la persistance d'un État fût-il en faillite ou en reconstruction. Ces dernières sont chargées d'assurer le passage de la guerre civile ou du conflit armé à la paix. Elles permettent de réconcilier crise et institutions. Ce sont des institutions de circonstances exceptionnelles chargées de diminuer les tensions et de la sortie de crise. Ainsi, les institutions de sortie de crise sont issues du compromis des accords de paix qui sanctionnent la cessation des hostilités au cours d'un conflit et marquent le début du processus incertain et désordonné qu'est la sortie de crise. Ce sont également des solutions institutionnelles fluides et flexibles en ce sens qu'elles sont liées au passage à négocier. Dans le cadre de cet ouvrage, nous optons pour la définition matérialiste qui privilégie les institutions organes. Les institutions de sortie de crise, telles qu'analysées ici, sont des institutions issues de la coalition des dirigeants et ou des représentants de l'État ou de ce qui en reste, des dirigeants et ou représentants des mouvements armés significatifs, des partis politiques ou des organisations de la société civile influençant la dynamique politique de leur État. Dans certaines d'entre elles, la coalition inclut en plus les dirigeants et ou les représentants des États médiateurs, du médiateur, des États puissants et organisations sous-régionales, CEDEAO, régionales UAUE et internationales. Ces dernières peuvent être considérées comme des structures internationales d'appui à la sortie de crise. La définition de ce dernier type d'institution prend en compte les structures internationales de suivi, évaluation et d'accompagnement, et ou de dialogue comme le GTI, le CEA ou le CIAT.
La thèse des institutions de transition qui font l'intermédiation entre des groupes et des institutions qui participent au conflit de transition fournit un important levier analytique pour confronter les différences de trajectoire dans les sorties de crise. Il en découle qu'au cours de la sortie de crise, les institutions apparaissent comme une réalité multiple et variable. À cet effet, nous distinguerons les institutions politiques dites de souveraineté, chargées d'élaborer les lois, d'assurer leur mise en œuvre et de faire respecter l'ordre public, c'est le cas des gouvernements de transition en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée, du Parlement, des cours et tribunaux de transition en rez-de-chaussée, du CCI en Côte d'Ivoire, les institutions d'appui à la démocratie telles la CEI en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée, la CNDHCI, la CNCA en Côte d'Ivoire ou l'ONDH, le HAM, la CVR et la CELC en rez-de-chaussée. Les structures internationales d'appui à la sortie de crise telles le GTI et le CEA en Côte d'Ivoire et le CIAT en rez-de-chaussée. L'institutionnalisation. L'institutionnalisation est un attribut incontournable de l'État. Elle se manifeste chaque fois que des classes d'acteurs effectuent une typification réciproque d'actions habituelles, de sorte que chacune de ces typifications est une institution, durcit les rapports sociaux en établissant des cadres d'action prédéfinis, de types d'acteurs habilités à exécuter chaque action, des modalités et des règles impersonnelles qui président à l'exécution des actions ou au choix des acteurs. La sortie de crise est indissociable d'un effort de création juridique et institutionnelle, dans la mesure où il n'y a pas de sortie de crise sans institutionnalisation même si cette dernière n'épuise pas toute la complexité de la première. En empruntant la démarche de Philippe Brault, nous allons scruter le changement décisif introduit par l'institutionnalisation des ordres politiques conflictuels en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée dans le passage de la guerre à la paix. Seulement, l'institutionnalisation est une condition nécessaire mais pas suffisante de la sortie de crise. B. La détermination du champ d'étude. Toute étude qui porte sur la sortie de crise ploie sous le joug de certaines conventions en sciences sociales. D'abord, l'une d'entre elles consiste en l'observation du recul dans le temps, de la distance temporelle par rapport à l'événement. L'attitude de l'histoire, version école des annales, à l'égard de l'événement est révélatrice. Le fait que nous ayons choisi de travailler sur un objet relevant de l'actualité aurait pu dans une certaine mesure constituer un obstacle épistémologique. De manière saisissante, Pierre Bourdieu considère ainsi que le chercheur ne peut arriver qu'après la fête, quand les lampions sont éteints et les tréteaux retirés, et avec un produit qui n'a plus aucun des charmes de l'impromptu. Dans le même ordre d'idées, il s'élève contre les questions surgies de l'immédiateté de l'événement, contre l'attention immédiate à l'immédiat. Voilà comment la distanciation temporelle du chercheur par rapport à l'événement est érigée en attitude épistémologique par excellence, et que le retrait des sociologues dans le présent est considéré comme étant peu fécond. Cette attitude qui a légitimé le discours du très tôt, dans les études africaines et la catégorie du laisser le temps au temps, en matière d'analyse des processus politiques en Afrique, est prisonnière de l'illusion du spontané. Cette étude s'attelle à démontrer qu'il est possible de tenir un discours scientifique sur les processus de sortie de crise par les institutions en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée, suivant que les lampions sont allumés ou éteints. Il s'agit de rendre compte des lampions qu'ils soient éteints ou allumés. Par ailleurs, cette étude entend renouveler la portée heuristique de la sortie de crise par les institutions, thème généralement abordé à travers le prisme déformant de l'analyse journalistique. Les emportements passionnels et les intérêts économiques et stratégiques des parties prenantes à la crise ivoirienne ou congolaise affectent le regard scientifique du chercheur dans son effort d'objectivation des crises désintégratrices des États africains. De même, la familiarité des individus avec l'objet d'étude crée l'illusion de la spontanéité de l'objet. Dès lors, l'objet semble relever du domaine des données immédiates de la conscience et des sens. Or, l'activité scientifique renvoie non pas à un monde à décrire mais plutôt à un monde à construire. Il s'agit ici de s'appuyer sur une connaissance préalable des réalités pour construire les réalités à observer. C'est la construction réaliste au sens où l'entend Pierre Bourdieu. Il n'est de spontané que construit. C'est la construction réaliste qui permet de passer de la politologie de la carte postale, se limitant aux évidences aveuglantes, aux produits des sens,
à la politologie réflexive se fiant au raisonnement qui démasque le caché, l'invisible, les causes structurales inaccessibles au sens. 1. Le champ historique. Les ressorts historiques de la faillite de l'État en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée. Officiellement colonie française par décret du 10 mars 1893 signé par le président français Sadi Carnot, la Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique de l'Ouest de 322 462 km² de superficie, pour une population actuelle estimée à 16,000 d'habitants, autrefois considérée comme le pays du miracle économique africain, devient indépendante selon les modalités d'accès transactionnel entre les dirigeants ivoiriens avec comme leader le docteur Félix Houphouët-Boigny et la puissance colonisatrice, la France, le 7 août 1960. De son côté, après la conférence de Berlin, du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, le Congo aujourd'hui rez-de-chaussée, pays de l'Afrique centrale vaste comme un continent, avec 2 345 410 km² de superficie pour une population actuelle estimée à 65 751 000 habitants, devient officiellement une possession du roi Léopold II de Belgique en 1908. Ce dernier est reconnu comme souverain à titre personnel de l'État indépendant du Congo, qui accède à l'indépendance selon les modalités de rupture des liens de domination entre le colonisateur belge et le colonisé congolais, le 30 juin 1960. L'État ivoirien indépendant est un État relativement stable, car ce qu'on désigne ici sous le vocable indépendance, est un mélange de continuité coloniale et de discontinuité dans la mesure où les élites ivoiriennes qui accèdent au pouvoir d'État sont relativement mieux préparées à la gestion de l'État que leurs frères du Congo. Quant à l'État congolais indépendant, il s'est agi d'un État en décomposition car le 11 juillet 1960, soit 11 jours après la proclamation de son indépendance, le Katanga proclame sa sécession. Les deux pays ne connaissent donc pas une même expérience coloniale, et des modalités identiques d'accession à l'indépendance. Pourtant, si l'on tend à relativiser les différences entre les modèles d'administration directe ivoirien et patrimonial congolais, il est incontestable qu'un héritage politique et institutionnel différent, du moins dans sa dimension de legs politique et de test de survie ou de longévité, pourrait constituer une source de divergence fondamentale qui expliquerait soit la relative stabilité de l'État post-colonial ivoirien, soit encore la faillite ou la décomposition de l'État post-colonial congolais. En effet, les servitudes de la politique paternaliste belge au Congo avec ses corollaires que sont l'impréparation des élites à l'exercice du pouvoir, les préparatifs bâclés de la décolonisation et l'interférence des intérêts étrangers sont à l'origine de cet état de choses. D'ailleurs, dans une comparaison récente des politiques coloniales belges et françaises de promotion des cadres et élites africains devant gérer l'après-indépendance faite par André Mebata Mangou, il ressort qu'à l'époque coloniale, la politique belge au Congo-Kinshasa était claire. Pas d'élite, pas d'ennui. À l'inverse de la France pour qui la formation des cadres dans les colonies visait l'émergence d'une élite. Ainsi, lors de l'accession du Congo-Kinshasa à l'indépendance, le pays comptait moins de 10 cadres nationaux ayant terminé leurs études universitaires. La politique coloniale belge était fondée sur l'obscurantisme, et Crawford Young souligne l'absence d'une élite congolaise avant 1940. Cependant, sous Buisseret, le gouverneur général des colonies, en 1948, une petite classe des évolués était née avec comme mission de soutenir les travaux des colonisateurs en fonction des subalternes. Des héritages politiques coloniaux différents auxquels s'ajoutent les superficies disproportionnellement différentes. La Côte d'Ivoire et la rez-de-chaussée sont deux États africains du golfe de Guinée, qui présentent des trajectoires politiques différentes. Rapidement, ces deux États post-coloniaux font émerger en leur sein un système de domination sociale digne de féconder une comparaison entre les deux pays, et dont le crépuscule leur est fatal. L'autoritarisme et le patrimonialisme sont deux éléments importants dans l'analyse du processus de construction et de déconstruction de l'État post-colonial en Côte d'Ivoire. En effet, si l'autoritarisme à géométrie variable des régimes d'Houphouët-Boigny et de Mobutu a contribué à saper la construction d'un État fort en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée, le patrimonialisme sous ses déclinaisons civiles et économiques en Côte d'Ivoire,
administratif et politique en rez-de-chaussée s'est révélé comme un mode de gestion de l'État qui a œuvré à la construction à long terme d'un État faible dans les deux pays. L'évolution autoritaire des deux régimes, ajoutée à une situation socio-économique profondément sinistrée, précipite la crise des systèmes oufouettistes et mobutistes. Celle-ci est donc la résultante de l'effet de deux crises socio-économiques et sociopolitiques, qui vont secouer les deux pays de la fin des années 1970 au début des années 1990. Les deux crises combinées provoquent alors une crise des autoritarismes, en Côte d'Ivoire et au Zaïre. La Côte d'Ivoire et la rez-de-chaussée partagent en commun le fait qu'ayant longtemps croupi sous des autoritarismes, leurs régimes respectifs sont passés près de l'éclatement en 1990, mais vont réussir leur adaptation conservatrice, de courte durée, 9 ans pour la Côte d'Ivoire et 7 ans pour la rez-de-chaussée, car ces autoritarismes s'achèvent par une guerre de succession internationalisée ponctuée parfois par des putschs. L'unité nationale fortement fragilisée par les régimes d'Houphouët-Boigny et de Mobutu à travers leurs politiques respectives de la colonisation agraire et de l'authenticité, est remise en cause dans ces deux pays par les guerres de succession de ces deux présidents. À ces éléments s'ajoute la politique de l'ivoirité conçue et mise en œuvre par le président Henri Konan Bédié, et l'article 35 de la Constitution ivoirienne du 1er août 2000 ainsi que la grogne des Banyarwanda, du Kivu qui veulent accéder à la gestion du pouvoir en rez-de-chaussée. Autant d'éléments qui vont accentuer l'asphyxie d'un État déjà agonisant dans les deux pays. 2. Les ressorts contextuels de la sortie de crise par les institutions en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée. La Côte d'Ivoire et la rez-de-chaussée étaient deux pays promus à un prestige élogieux sur le continent, géants et poumons économiques de l'Afrique de l'Ouest pour le premier, et acteurs clés de l'intégration africaine pour le second. Cependant, ils ont sombré dans un type identique de violence politique interne, rébellion, violence milicienne, ce qui a sérieusement stoppé la poursuite de ce grand dessein national pour les deux pays. Par ailleurs, le processus de résolution du conflit congolais a commencé bien avant le déclenchement du conflit ivoirien. Mais il est important de signaler que ces deux pays ont entrepris la reconstruction de leur État presque au même moment, l'année 2003, par le recours aux technologies institutionnelles circonstancielles de gestion de l'État en période de crise. Les ordres politiques en voie de sortie de crise en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée sont deux hypothèses d'école de sortie de crise en Afrique par les institutions. Dans le cadre de cette étude, il s'est agi pour nous de faire non pas un bilan, mais une intelligibilité de ces processus. 2. Considérations opératoires sur les institutions de sortie de crise. La problématique et les hypothèses de travail constituent les éléments majeurs de spécification d'une étude. La problématique participe du découpage conceptuel de l'objet, de sa construction. Elle est bien le cadre théorique personnel à partir duquel se précise la question de départ, et se compose la réponse à celle-ci. Un cadre théorique qui sert de fondement aux hypothèses sur lesquelles le chercheur construira une réponse cohérente à cette question de départ. Quant aux hypothèses de travail, elles se présentent en réalité comme une réponse provisoire à la question de départ de la recherche, progressivement revue et corrigée au cours du travail exploratoire et de l'élaboration de la problématique. Et pour connaître la valeur de cette réponse, il faut en quelque sorte la soumettre à l'épreuve des faits. Les hypothèses constituent le point de départ et la boussole de tout raisonnement expérimental. A. La problématique d'étude de la sortie de crise. La problématique théorique à partir de laquelle s'ordonnent les approches institutionnelles de sortie de crise en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée s'inscrit à la fois dans le domaine de l'ancien et du neuf, mais également dans le domaine de l'un et du multiple. 1. La pesanteur des approches de sortie de crise instituées. Le champ de l'étude de la sortie de crise est un lieu dans lequel foisonne une multitude d'approches instituées, qui constituent autant de préconstructions savantes. Il s'agit des approches se rapportant directement à la sortie de crise, et moins à la reconstruction de l'État en faillite. Les approches de sortie de crise sont diverses. Cependant, dans un essai de typologie, nous avons tenté de les regrouper en 808 approches. L'approche historique de sortie de crise est marquée par la figure de la résolution hobbesienne des conflits,
qui y renvoie à la paix par la victoire et ou la domination d'une des parties au conflit. Elle mentionne que la façon la plus simple et la plus radicale de passer de la guerre à la paix, c'est la victoire. Cette solution militaire des conflits instaure une paix imposée par l'une des parties. Elle est synonyme de soumission ou d'élimination de l'adversaire. Cela dit, la sortie de crise en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée a été à certains moments marquée par la hantise de cette solution militaire, comme en témoigne l'initiative malheureuse de l'opération Dignité du 4 novembre 2004, conçue comme une solution devant permettre à l'armée ivoirienne de pacifier le pays en matant la rébellion et l'assaut lancé par les troupes transnationales de l'AFDL en 1996 qui est achevée par la victoire de ces dernières sur les forces armées zaïroises du régime de Mobutu, le 17 mai 1997. De même, c'est la solution militaire qui va permettre de solder la crise post-électorale en Côte d'Ivoire et aider le candidat Alassane Ouattara, déclaré vainqueur par la CEI, à adjoindre la légalité à la légitimité et reconnaissance internationale dont il jouissait déjà et à recouvrer l'effectivité du pouvoir. D'autre part, cette solution militaire peut être le fait d'une coalition d'États, coalition anglo-américaine en Irak, ou d'une organisation internationale, l'OTAN en Afghanistan, l'UA aux Comores. Cette solution a été invoquée en rez-de-chaussée, après la reprise des combats à l'est du pays entre les rebelles du CNDP de Laurent Nkunda et les forces armées congolaises à la suite des élections de 2006. En effet, les voix se sont élevées pour fustiger l'attitude des forces de la MONUC qui n'ont pas ménagé d'efforts afin d'aider le gouvernement congolais à vaincre cette rébellion. Toutefois, contrairement à la thèse développée dans cette approche, le conflit en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée ne se termine pas par la lassitude d'un des adversaires, aucun d'entre eux n'étant parvenu à prendre le dessus sur l'autre ou les autres à l'issue du conflit. Celui-ci apparaît comme un ensemble de pertes et de destructions communément consenties par les acteurs, ce qui force ces derniers à rechercher un compromis qui dans le cas d'espèce est une forme de coopération raisonnée qui instaure un modèle du gagnant-gagnant, un jeu à somme variable, avec la paix et la réconciliation comme une possibilité. Notre vision du compromis se distingue alors de celle élaborée par Simmel qui tente à le confondre à la compromission. Par ailleurs, si nous sommes d'avis avec cette approche qui postule l'existence d'une relation dialectique entre la guerre et la paix, la pacification et le conflit, il est important de souligner que notre démarche se démarque de celle de Simmel en ce sens que dans la sortie de crise, la paix relève du ressort de la programmation. Notre démarche tente à considérer la paix comme l'état originel poursuivi par le processus, et le conflit de transition comme une séquence, un état transitoire de celui-ci. L'approche politique ou diplomatique de sortie de crise. Selon cette approche, lorsque dans une crise ou un conflit interétatique ou intra-étatique, aucune des parties n'est parvenue à l'élimination de l'adversaire, les méthodes politiques ou diplomatiques comme la médiation, la facilitation ou la conciliation sont des techniques de sortie de crise qui visent le règlement pacifique des différends. Ces méthodes de résolution de conflits peuvent intervenir aussi bien en amont du conflit, à des fins de prévention, qu'en aval, lors des efforts de reconstruction des ordres politiques en voie de sortie de crise comme en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée. La résolution du conflit présentée ici comme l'élimination des causes du conflit sous-jacent, généralement avec l'accord des parties en présence, grâce à l'intervention d'un tiers qui selon le cas peut prendre la figure d'un médiateur, facilitateur ou conciliateur, est à long terme un fruit épineux. C'est la paix fonctionnaliste basée avant tout sur le résultat et le règlement du différend. Dans cette perspective, seul le temps résout les conflits, même si pour ce faire il a besoin de l'aide d'un tiers. Cette fétichisation du temps long de la sortie de crise peut permettre de dire avec Ira Williams-Hartmann que la France a montré trop d'empressement à vouloir résoudre une crise qui n'était pas suffisamment mûre pour l'être. Or, le temps seul ne suffit pas pour rendre compte de la sortie de crise. Encore faudrait-il que se produisent ou se reproduisent un certain nombre de comportements, de pratiques et d'actions qui créent la confiance entre acteurs pour aller dans le sens de la paix. Certains auteurs intéressés par les processus de sortie de crise se sont attelés à faire une radioscopie des facilitations, ou des médiations en œuvre, prenant avec naïveté pour argent comptant les prétentions affichées par les acteurs, appréciant les politiques de résolution de conflits en termes de réussite ou de défaillance ou enfin encourageant la promotion de la paix.
Au-delà de la préciosité de la densité des informations contenues dans leurs travaux, cette conception de l'analyse des résolutions de conflits qui se démarque de ce qui se joue dans ces processus diplomatiques, s'éloigne de la nôtre dans le cadre de cette étude. Pour d'autres, la résolution des conflits apparaît comme un champ, c'est-à-dire un espace social constitué par les relations de concurrence ou de complémentarité entre des acteurs en quête de définition de l'ordre dans une situation conflictuelle. Cette acception nous a permis d'appréhender la complexité de la sortie de crise en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée, à partir de la multiplicité d'acteurs qui interviennent dans ces processus, ONU, UA, UE, CEDEAO, SADC, ou encore acteurs étatiques africains ou occidentaux, et de saisir la médiation ou la facilitation dans ces deux pays comme un espace de compétition entre acteurs en quête du statut de tierce partie et des bénéfices symboliques qui en découlent. Par exemple, la succession des médiations françaises, sud-africaines et de la facilitation burkinabé dans la sortie de crise en Côte d'Ivoire et le déclassement de la France par la médiation sud-africaine en rez-de-chaussée traduisent la transformation de la médiation en un lieu privilégié d'expression, mieux d'affrontement des politiques de puissance sur le plan sous-régional, régional et international. À cet égard, les processus diplomatiques de résolution des conflits sont travaillés par le triomphe de la résolution hobbesienne des conflits dans les relations internationales qui dans le cadre de cette étude peut viser à traduire l'importance des rapports de force dans la sortie de crise, importance camouflée par les mythes de la palabre africaine et du discours diplomatique sur la fraternité. Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi d'aller au-delà de la résolution des conflits comme une politique publique, la paix étant considérée comme une norme de vie internationale, pour appréhender la médiation ou la facilitation comme une institution. Dans la sortie de crise en Côte d'Ivoire et rez-de-chaussée, les parties font de l'évocation de la partialité du médiateur ou du facilitateur une stratégie, soit pour exercer des pressions psychologiques, soit pour poursuivre d'autres stratégies comme gagner du temps, rechercher des avantages compensatoires à d'autres niveaux, à d'autres moments du processus. L'approche de sortie de crise par le droit international est aujourd'hui perçue comme une stratégie internationale de construction ou de reconstruction de l'État. Le recours à cette méthode est exceptionnel et se justifie par une situation d'urgence caractérisée le constat de la fin d'un système politique et juridique, Japon, Allemagne, la décolonisation, Chypre, Namibie, le processus de résolution d'un conflit interne rendant tout exercice de la souveraineté impossible, Bosnie-Herzégovine, Rwanda, rez-de-chaussée, Côte d'Ivoire, nécessitant une action politique efficace. La plupart des auteurs qui s'inscrivent dans cette approche sont restés prisonniers du droit constitutionnel classique, et leurs travaux s'interrogent sur l'impact de ces nouvelles formes d'intervention internationale sur la souveraineté étatique, et plus spécialement sur la structure constitutionnelle des pays qui n'ont plus le contrôle exclusif de leur processus de production des normes et dont l'exécutif n'opère pas forcément avec le consentement des gouvernés. Sans nier la pertinence de cette approche qui insiste sur la question de la légitimité du transfert du pouvoir constituant originaire à une autorité internationale, il ne s'agit pas pour nous de saisir ce transfert comme un vecteur d'une évolution des principes auxquels se réfèrent les droits constitutionnels et internationaux, ni comme une instrumentalisation excessive des techniques juridiques et une démarche strictement politique dont les implications juridiques sont minimes comme ont fait jusque-là les juristes. Notre démarche, si elle s'accorde avec cette approche pour appréhender les accords de paix issus des négociations politiques en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée, comme des accords internes internationalisés en ce sens qu'ils ont pour objectif d'organiser la paix à l'issue du conflit dans ces deux pays, s'en éloigne bien évidemment. Dans le cadre de la sortie de crise, ces accords internes internationalisés sont perçus comme des institutions, c'est-à-dire à la fois des normes productrices de contraintes sur les acteurs du conflit, mais également des ressources entre les mains de ceux-ci pour atteindre leurs fins. Ainsi, la sortie de crise étant un processus complexe et incertain, elle n'obéit à aucun code rigide. C'est ce qui permet d'appréhender les accords de paix dans la sortie de crise comme le cadre de l'équilibre instable, du fait de la concurrence entre l'accord de Marcoussis et la constitution ivoirienne, et de la renégociation permanente de cet accord en Côte d'Ivoire. C'est également ce qui donne à la communauté internationale et aux puissances la possibilité d'utiliser la fiction de la souveraineté comme un outil devant permettre de parvenir aux fins recherchées, avec les apparences de la légalité.
L'approche de sortie de crise par la justice pénale internationale. Souvent qualifiée d'exigence juridique judiciaire, cette approche préconisée par les experts patentés de la communauté internationale postule que l'instauration des juridictions ad hoc comme les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie TPIY et le Rwanda TPIR, et des juridictions ad hoc mixtes à l'instar de la Cour spéciale pour la Sierra Leone CSSL, la saisine de la Cour pénale internationale CPI semble se donner comme une des meilleures voies de rétablissement de la justice en vue du passage de la guerre à la paix, au terme d'un conflit civil. Cette approche de la sortie de crise qui date de la mise en place des tribunaux de Nuremberg 1945 et de Tokyo 1946 intervient généralement lorsque les armes ne peuvent trancher le destin d'un conflit, lorsque les pressions diplomatiques révèlent leurs limites et que les divisions de la communauté internationale sont trop profondes, souvent lorsque, après le passage à un nouvel ordre politique, travaillé par des politiques de pardon-amnistie, les grandes puissances reviennent à la charge en vue de l'application stricte des normes du droit international humanitaire à certains acteurs du conflit. Dès lors, le détour par le droit international humanitaire qui punit les graves infractions telles les crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, peut alors fournir le moment d'un dispositif politique de traitement du conflit. Cette approche souligne que l'émergence de la justice transitionnelle ou de la justice pénale plus spécifiquement, intervient dans un contexte particulier marqué par une convergence entre une dynamique globale et des demandes locales. Elle insiste sur des contradictions, entre objectifs de stabilité et de légitimité, ou incohérence de la justice pénale, qui elles-mêmes sont liées à des dynamiques différentes. Dans tous les cas, cette approche décrit la justice pénale internationale comme étant marquée du sceau d'une judiciarisation plus contestée, des mandats très politiques, une approche judiciaire discriminante, c'est-à-dire à la tête chercheuse, autrement appelée une approche judiciaire au cas par cas, en fonction des intérêts de la communauté internationale, en fonction de la sensibilité et de la nécessité d'éloigner dans une sous-région le spectre du génocide, en fonction de la sympathie à l'endroit des apostrophes. Un allié, en fonction de la puissance de l'État. Cette approche souligne enfin les incongruités de la justice pénale internationale qui pour chaque affaire, semble vouloir se réduire à une fourchette beaucoup plus limitée d'inculpés et se concentrer sur les plus hauts responsables alors que dans les crimes de masse, la responsabilité doit être lue le long d'une chaîne qui se développe dans un contexte régional et international qui lui est directement et indirectement favorable et qui se construit par le haut, mais aussi par le bas de la société. Sans chercher à juger la justice pénale internationale dans la sortie de crise, nous allons l'appréhender dans le cadre de cette étude, comme une institution dont la convocation exerce une force contraignante sur les acteurs au cours de la sortie de crise, mais également comme une ressource entre les mains des entrepreneurs de la paix pour inciter les acteurs du conflit à la civilisation de leurs mœurs politiques. Toutefois, il est important de relever que le compromis de la transition étant suspendu dans le temps à l'évolution du rapport de force entre acteurs, au terme de la transition, on peut assister à une justice des vainqueurs dépouillée de tous les dispositifs illusoires en matière de réconciliation. La justice pénale internationale comme ressource entre les mains des acteurs peut être utilisée comme une arme pour éliminer tous leurs adversaires du jeu politique de l'après-transition. Dès lors, la justice pénale internationale en tant qu'institution n'a pas que des effets constructifs, dissuasion des acteurs à choisir la voie de la paix, mais aussi destructeurs. Elle peut devenir un facteur de pérennisation du conflit, l'irrégularité se présentant alors comme l'unique chance de survie politique pour les acteurs. L'idée d'un partage entre d'un côté, la poursuite au pénal des principaux responsables et de l'autre, l'organisation d'un processus de justice restaurative pour la multitude des petits exécutants semble cependant s'imposer progressivement. L'approche de sortie de crise par les politiques du pardon permet de soutenir qu'il n'y a pas de sortie de crise ou de conflit, qui ne s'accompagne d'un recours à l'amnistie et à la grâce, bref au pardon politique qui n'est plus seulement un outil stratégique, mais aussi un outil explicatif de sortie de la violence. Elle situe la sortie de crise ou de conflit à la survenue d'une série de faits. La violence a atteint un seuil intolérable, de très nombreuses victimes. Les coupables, aussi très nombreux, étaient dotés d'une autorité légitime. À l'issue du conflit, aucun des belligérants n'a pu prendre le dessus sur son adversaire, qui rendent difficile l'exercice de la justice, qu'on l'entende comme une condamnation,
comme une activité d'une instance judiciaire ou comme une réécriture de l'histoire. La sévérité laisse souvent rapidement la place à une indulgence plus grande qui, dans tous les cas, n'est pas sans conditions préalables telles que nous l'enseigne la Truth and Reconciliation Commission, TRC, sud-africaine. Érigée en modèle prêt-à-porter de toute sortie de crise en Afrique, elle lie la vérité sur les atrocités au droit d'amnistie pour ces crimes, c'est-à-dire un mariage entre amnistie et honnêteté. Pour cette approche, le moment de la sortie de crise est un moment marqué par l'empreinte des figures de la réconciliation nationale et de la construction politique de l'unité entamée par des crimes qu'on ne peut ni punir, ni pardonner, selon l'expression de Hannah Arendt. Seulement, elle nous apprend que les politiques du pardon, associant amnistie, réparation et commission vérité-réconciliation, ont longtemps été le fait, soit de nouveaux gouvernements démocratiques, en Afrique, Afrique du Sud, Nigeria, Sierra Leone et en Amérique latine, Argentine, Bolivie, Chili, Guatemala, Pérou, soit des organisations internationales comme en Europe, Bosnie-Herzégovine et en Asie, Timor oriental. Ces politiques furent alors utilisées pour structurer les débats sur la justice de transition, dans le cadre du passage à la démocratie. Cependant, les politiques de pardon, amnistie, forum de réconciliation nationale, commission vérité-réconciliation, utilisées dans la sortie de crise en Côte d'Ivoire et en rez-de-chaussée sont pour leur part, une modalité de passage de la guerre à la paix et à la réconciliation. En cela, la commission vérité-réconciliation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.